Sortie du livre qui coïncide donc avec cette actualité, le sommet Afrique-France qui a été rebaptisé ainsi en 2010. Il s'appelait jusqu'alors sommet France-Afrique. Mais si on suit le raisonnement de ce livre, de manière générale, le système France-Afrique est loin de se déliter. Il ne cesse de s'adapter, dites-vous, pour perdurer. Oui, tout à fait. C'est effectivement la thèse de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on a un système qui est né de l'époque coloniale, donc dans les années 40-50, et qui s'est constitué au moment des indépendances pour être présent dans l'amputation de la souveraineté des États africains. Et donc lorsque l'on voit la manière justement dont les différents chefs d'État africains sont traités, on entre justement dans cette actualité de la France-Afrique, puisqu'ils ne sont pas conviés au sommet Afrique-France qui compte mettre en avant des sociétés civiles, mais lorsque ces sociétés civiles-là se mobilisent contre un manque de démocratie dans leur pays, elles ne bénéficient pas généralement du soutien, on va dire, de la puissance tutélaire qui contrôle ces chefs d'État africains. Donc il y a une sorte de jeu de dupes, il y a une reconversion de la France-Afrique à travers la thèse notamment de l'Africa-France, qui voudrait dire que les Africains finalement seraient en capacité de décider de leur sort, mais on voit bien que dans le sommet de Montpellier, la société civile n'est pas en charge des questions de souveraineté, elle n'est pas en charge des questions monétaires, des questions militaires, des questions diplomatiques, qui font l'actualité et qui font, je dirais, la substance des relations politiques entre la France et ses anciennes colonies. Mais si on reprend l'histoire en fait de ces rapports, il y a quand même une différence entre un De Gaulle, un Mitterrand, un Chirac, un Sarkozy, un Hollande et un Macron aujourd'hui, ou pas du tout? Non, pas du tout. La particularité de la France-Afrique, c'est qu'elle traverse tout le spectre de la classe politique française, de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Et c'est ce qu'on montre également dans l'ouvrage. Et dans le cas d'Emmanuel Macron, on est juste, je dirais, dans une version peut-être effectivement plus néolibérale, qui rappelle sous certains aspects Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire qu'on va moderniser ce système-là, on va dépoussiérer ce qui est un petit peu ancien, archaïque, le franc CFA, on va récupérer le projet de l'éco, on va s'appuyer sur la diaspora parce que la diaspora est dynamique et elle réclame d'être prise en compte, mais on ne va pas réellement s'attaquer aux problèmes structurels qui sont l'asymétrie des relations entre la France et ses anciennes colonies. Et donc le simple fait de garder cette relation entre un pays et un continent vu sous l'angle de ses anciennes colonies est en soi fondamentalement colonial. Et le fait également de l'organiser en France, encore une fois, participe d'une certaine manière de cette colonialité où on a le président Macron qui reçoit la jeunesse africaine comme si c'était quelque part ses enfants ou ses petits-enfants. Alors, ces derniers jours, d'ailleurs, Emmanuel Macron avait lancé des critiques à l'égard du Mali et de l'Algérie. L'ambassadeur algérien à Paris a été rappelé à Alger. Alger qui taxe le président français de faillite mémorielle. L'ambassadeur de France au Mali a été, lui, convoqué par Bamako. Hier, le ministre algérien des Affaires étrangères s'est même rendu au Mali. Et il y a quelques instants, le premier ministre malien, Choguel Maïga, s'est exprimé. On va l'écouter, on revient vers vous. Le Mali et la France constituent un vieux couple. Il y a par moments des scènes de ménage qui peuvent venir de l'un ou de l'autre membre du couple. Mais je ne crois pas que ça va aboutir au divorce. Pour l'instant, les uns sont énervés. Ils disent beaucoup de choses sous le coup de l'énervement. Je pense qu'il y a beaucoup de perte de sang-froid et d'analyse apaisée, objective de la situation. Au Mali, il n'y a pas de sentiment anti-français. Je le dis haut et fort. Trop de choses lient le Mali à la France. Comment expliquer ce changement de ton du Premier ministre Choguel Maïga qui semble vouloir apaiser les tensions? Il y a plusieurs éléments. Déjà, on l'explique un peu dans l'ouvrage. La question de la France-Afrique, c'est souvent présenté comme une histoire d'amour, une histoire d'amitié, mais c'est surtout en fait une histoire d'intérêt. C'est-à-dire que les États n'ont que des intérêts. Et dans le cas, par exemple, de la relation entre la France et le Mali, il y a évidemment en France une importante communauté malienne qui est présente et qui joue un rôle économique aussi dans le développement du Mali. Donc il y a, je dirais, des relations de peuple à peuple qu'il faut dissocier des relations d'État à État qui sont généralement des relations de prédation des intérêts français, notamment des multinationales, vis-à-vis des populations africaines. Donc cette dissymétrie, cette asymétrie, elle est importante effectivement à souligner et elle est d'autant plus importante qu'on est dans une période où de plus en plus de dirigeants ou de jeunesse africaine bombent le torse vis-à-vis de la France en expliquant bien qu'ils ne sont pas contre le peuple français mais contre la politique africaine ou le rôle des multinationales françaises, mais pas que, en Afrique.
Et donc on peut, je pense, voir ce changement de ton un peu sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'il faut ménager un peu la chèvre et le chou et fonctionner en fonction également des intérêts. Donc la société civile qui a été invitée sans les mouvements citoyens comme la Lucha, France Dégage, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ce sont justement la Lucha, France Dégage, ce sont des mouvements dont on parle dans le livre, dans l'article que j'ai écrit notamment sur le panafricanisme. Et je pense que ça renvoie aussi à une actualité sur le continent africain. On voit bien que les sociétés civiles sont de plus en plus crédibilisées comme interlocutrices par les chancelleries occidentales, qui, d'une certaine manière, déjà squeeze les gouvernements et les chefs d'État. Maintenant, le fait qu'on n'ait pas invité effectivement des mouvements, on va dire, plus contestataires, qui ne sont pas forcément les plus contestataires, montre bien qu'on organise en fait un sommet très poli, où on veut juste des jeunes qui veulent profiter, je dirais, de la volonté de relance de l'investissement français en Afrique, et surtout qu'on vise quelque part la diaspora, comme ça a été souligné dans le reportage. Il y a une importante diaspora que Emmanuel Macron a tenté de courtiser depuis quelques années et qui participe aussi de cette volonté d'un nouveau narratif de la France-Afrique. C'est-à-dire faire porter finalement aux Africains eux-mêmes le choix de leur domination. Et c'est en cela aussi que la présence ou le rôle de quelqu'un, d'un intellectuel comme Achille Mbembe, fait également débat. C'est ce qui explique aussi le fait que certains sur le continent acclament l'arrivée des Russes, des Chinois, Wagner. Cette idée d'histoire d'amour laisse entendre qu'il suffirait tout simplement qu'un autre acteur vienne pour que la France crie à l'infidélité. Or, la particularité de nos États ou de nos jeunesses, c'est qu'elles veulent parler d'égal à égal avec la France, non pas en tant que continent, mais en tant qu'État. Donc il est normal que des États comme le Mali, la Centrafrique ou d'autres, ou la Guinée, aient cette volonté, pour assumer leur souveraineté, de parler d'État à État. Même s'il y a des exactions qui ont été documentées par le groupe russe Wagner. Alors, il y a des exactions qui ont été documentées, il faut les étudier, il faut les juger. Je pense que dans le cas de l'armée française aussi, il y a un fort mécontentement d'une partie de la population, notamment par rapport à ce qui s'était passé au Mali il y a quelques mois. Donc je pense que c'est une question qui doit être traitée par la justice. Et la question de la justice, elle me semble également très importante dans ce qui se passe aujourd'hui dans les relations entre la France et l'Afrique. Et le volet judiciaire fait partie justement avec le volet militaire des éléments centraux de l'histoire de la France. Hamzat Boukari Yabara, merci. Je rappelle que vous êtes historien et que vous avez contribué avec une vingtaine d'autres spécialistes à l'écriture de cet ouvrage qui sort ce jeudi. Donc, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique aux éditions du Seuil.